À tous pour ce webinaire d'une heure sur l'IA dans mon métier de communicant B2B. Bonjour Jean-François. En même temps, j'ouvre aux gens parce que l'outil est simple, mais il faut ouvrir. Moi, je suis Thomas Tressac, je suis un des fondateurs à la com d'Orange avec Édouard Olivier qui est sur le pont, Aurélia Miguel-Brou et le CFPJ, Sophie Roy qui est aussi sur le pont, et Agnès Sou, voilà. Et du coup, on est depuis maintenant près de 3 4 ans, c'est ça Sophie, on Oui, anime c'est ça. régulièrement avec des webinaires, des after-work, et c'est un club com gratuit pour partager entre pairs. Je crois qu'Aurélia, qui fait la modératrice aujourd'hui, vous donnera le lien si vous voulez rejoindre notre communauté LinkedIn. Voilà, dans le chat. Effectivement, on est enchanté. On essaye d'être au plus près de l'actualité de nos métiers de communicants. On a fait pas mal de choses sur la com RSE, sur l'Europe, enfin j'en oublie. On a pas mal de sujets, Sophie, voilà, un prochain sur le faux, voilà. Donc, on essaye de vous animer régulièrement et d'ouvrir les chakras sur des questions. Nous ne sommes pas des super experts de tous les sujets. Par contre, nous essayons de l'appréhender sous une approche de comme B2B pour éclairer un peu le chemin. Aujourd'hui, l'IA dans le métier comme B2B, je vais me présenter tout seul. J'ai fait appel à des sachants qui le vivent au quotidien dans leur métier. Du coup, depuis Bruxelles, on a Clémence Privé-Vanderton, si vous ne la connaissez pas. C'est une Française exilée en Belgique. Exilée, punie. Et je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clémence. Voilà, pour faire simple, je facilite la vie des marcoms sur le canal événementiel en particulier via du consulting ou du mentoring. Donc voilà, donc essentiellement le canal événementiel B2B, hein, donc séminaire, congrès, convention, salon. Voilà. Tu as fait pas mal de salons, notamment l'agriculture. Tu as fait Oui, le j'interviens Porter sur différents régulièrement. secteurs, alors plutôt en général industriel, ingénierie ou agrotech ou choses comme ça. Innovation pas mal, parce que j'avais notamment bossé beaucoup pour le pôle de compétitivité systématique Paris Région qui est spécialisé dans les deep tech. Donc c'est aussi pour ça que j'ai une appétence forte pour le digital et ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA, parce qu'il y a une origine à l'IA. Et je pense que c'est important de le faire savoir aussi pour dédiaboliser le sujet. Ouais. Donc ravi d'intervenir. Et du coup, avant de passer à François, est-ce que l'IA s'invite déjà dans ton métier de RP au quotidien ou est-ce que tu vois une émergence des usages Alors, dans mon quotidien, en tout cas sur la partie casquette communication pure de consultante, oui, à mon échelle, plutôt sur de l'IA embarquée dans des outils, puisque on va dire que l'IA automatisée sur des tâches répétitives, il faut un certain volume, donc ça sera moins mon cas, puisque je suis consultante indépendante, donc j'interviens auprès des équipes en consulting, en renfort d'équipe ou en pilote autonome global. Mais oui, à mon échelle, ça sera plus des outils embarqués, avec de l'IA embarqué sur des tâches qui vont m'apporter moi de la plus-value, c'est-à-dire sur des tâches que je ne maîtrise pas déjà, entre guillemets, parce que, par exemple, faire un PowerPoint ou autre, ça, c'est des choses qu'on maîtrise de base, et donc, c'est pas forcément là-dessus que je vais aller, mais en revanche, sur des choses beaucoup plus poussées, oui. Et après, évidemment, sur les secteurs dans lesquels je suis, même dans l'agriculture, je vois évidemment l'impact de l'IA, puisque tout ce qui est bien-être animal, par exemple, il y a maintenant de la télédétection avec de l'IA. Enfin, voilà, dans beaucoup, même dans l'industrie, tout ce qui est identification de problèmes est déjà énormément intégré. Donc, tout ce qui est vulgarisation de ça, évidemment. Et après, sur le secteur événementiel pur, je le détaillerai plus tard, mais en effet, il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus déjà touchés aujourd'hui, de manière positive, hein, j'entends. Et après, en termes de métier, en effet, il y a plusieurs piliers de l'événementiel qui sont plus ou moins touchés. Donc ravi d'en discuter. On y reviendra, Clémence, mais je Ouais, note dans ce que tu dis une explosion quand même des usages tout à fait, natifs aujourd'hui et des complètement. expérimentations, quoi. Ouais, tout à fait. Ensuite, on a François, si tu veux te présenter, pour celles et Oui, ceux qui ne l'ont pas encore croisé ou qui ne le connaissent pas encore. voilà. Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci Thomas pour cette invitation. Je suis également ravi d'intervenir. Moi, je suis issu du milieu de la communication et des médias. J'ai été de nombreuses années dans des grands groupes médias, dont 15 ans chez TF1 sur la partie publicité et puis production de visuels.
Et puis, à la sortie de TF1, j'ai repris mes études et j'ai fait un master en lobbying à Sciences Po. Et l'IA est devenue, j'allais dire, et puis donc après, j'ai monté ma structure, donc un cabinet de conseil en communication qui s'appelle Popcom. Et dedans, il y a du média training, il y a la com de crise et puis l'animation d'événements. Et j'anticipe une de tes questions, Thomas, mais effectivement, comment l'IA s'est intégré là-dedans, un peu comme Clément, c'est-à-dire que ça me facilite et ça me fait gagner du temps sur beaucoup de tâches que j'ai, que ce soit dans les cours, parce que j'enseigne dans différentes écoles, et l'ISCOM, l'EFAP, et puis également à l'UPEC. C'est la faculté de Créteil, Paris-Créteil. Et puis, j'ai une autre casquette sur laquelle l'IA est très importante et qui reste quand même dans le corporate et dans le B2B, c'est que j'ai des fonctions, j'allais dire, régaliennes au sein de la gendarmerie. Je suis officier de réserve dans la gendarmerie et je les accompagne beaucoup sur ces sujets d'IA. Et j'ai rejoint il y a quelques temps l'ANIA, qui est l'Association nationale de l'IA, et je suis leur référent IA sur tout ce qui est secteur défense et sécurité intérieure. Et là, il y a des gros sujets sur l'IA, et c'est très intéressant. Je reviens du salon Milipol, où toutes les innovations ont été mises en avant pour comment on communique et comment on facilite la vie et le quotidien dans ces secteurs-là. Donc, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous, sachant que sur le panel de présents, il y a beaucoup de gens experts également en IA. Donc, l'idée, c'est vraiment d'échanger et de débattre ensemble. Dans le métier, ouais. Ouais, de toute façon, c'est pour ça qu'on a choisi la solution Teams. Vous pourrez, après notre petit échange entre nous trois, poser toutes les questions et on les prendra avec plaisir. Et l'avantage, c'est de vous présenter avec la caméra ou de lever la main. Enfin, voilà, on les prendra juste après la table ronde. Tu parlais des étudiants, François. Est-ce que tu sais à chaque fois s'ils ont utilisé l'IA ou pas pour te rendre un projet ou une copie, ou tu arrives à détecter Alors, je pense qu'ils l'utilisent, ils ne le disent pas. Alors, il y a deux angles, deux éléments de réponse. C'est-à-dire que oui, j'imagine qu'ils l'utilisent, mais parfois je suis assez étonné, c'est que j'ai des présentations, moi je m'attends, on dit que l'IA fait des trucs fantastiques, mais j'ai parfois des présentations PowerPoint de base, c'est-à-dire qu'avec un fondu enchaîné pour passer d'une slide à une autre. Donc, si c'est ça l'IA, je suis un peu déçu. Soit ils l'utilisent. On ne t'entend plus, François. Ton micro est coupé. Vous m'entendez à nouveau, là? Ouais, on t'entend à nouveau, ouais. Bon, oui, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Je ne touche plus à rien. C'est l'IA. Voilà, on travaille par la technique. Non, mais ce que je disais, c'est qu'ils l'utilisent sûrement sur le contenu, mais moi, j'aimerais bien qu'ils aillent plus loin, qu'ils fassent des présentations dynamiques, un peu plus vivantes. Parfois, ça reste très classique. Bon, donc à la rigueur, tant mieux, c'est qu'ils font ça un peu à l'ancienne. En revanche, quand ils l'utilisent, je leur dis très honnêtement, quand ils ont des rendus à me faire, je leur dis, vous pouvez tout à fait utiliser l'IA, je ne vais pas vous interdire, puis je n'aurai aucun moyen, je n'ai aucun outil, moi, pour vérifier. En revanche, pour voir si vous avez bien compris le sujet, fournissez-moi vos prompts. Et ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que s'ils me mettent, si dans le prompt, il y a écrit faites-moi, ou ils mettent sortez-moi un élément de communication de crise, point barre, c'est pas très intéressant. Si je vois qu'il y a des mots, des éléments, des termes qu'on a vus ensemble en cours théorique, je me dis qu'ils ont sûrement mieux compris et je vois comment ils ont intégré la leçon. Donc, je leur dis, aucun souci. En revanche, pour la note, filez-moi les prompts. Bon, ils ne me les donnent pas toujours, donc je me dis que finalement, alors soit ils trichent, soit ils n'ont pas utilisé l'IA, mais bien sûr, sur le contenu, oui. Et ça se voit, j'ai eu le cas pour des jurys dans une autre école, où j'ai eu 3 élèves de suite qui m'ont, comme par hasard, sur le sujet qu'ils avaient tiré, avaient les mêmes exemples de clients. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, alors, soit ils ont travaillé ensemble, mais ça m'étonnait parce que c'était le hasard. C'était sur le luxe, sur l'IA, la réputation dans le luxe. Et les 3 élèves à la suite, ça tombe mal, m'ont sorti 3 exemples, 3 annonceurs, exactement avec limite les mêmes thèmes. Je me suis dit, bon, là, je pense qu'ils ont dû taper la même chose sur ChatGPT. C'est un peu dommage. Mais là, en jury, je ne peux pas leur demander, en oral, en jury, je ne peux pas leur demander leur prompt. En revanche, quand c'est en cours et que c'est une promo que j'accompagne à l'année, là, quand il y a un rendu, je leur demande effectivement le contenu de leur prompt pour voir s'ils ont bien intégré le cours. Mais du coup, François et Clémence, pour résumer, est-ce qu'on ne peut pas dire, comme pour tes étudiants, il ne faut pas interdire l'IA, ça fait partie du quotidien maintenant. Par contre, il faut l'appréhender et se former pour que ça soit de l'intelligence en réalité augmentée et pas
pas de l'intelligence artificielle pure, quoi. Ah, complètement. Moi, je suis complètement alignée là-dessus. Je pense que déjà, il faut comprendre l'outil, parce que l'outil fonctionne d'une certaine manière, donc il faut déjà comprendre ses origines et comment ça marche. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas d'abonnement sur ChatGPT ou autre, il y a un système de token, donc votre prompt, s'il est très long, va s'appauvrir parce qu'en fait, l'IA va oublier l'historique. Donc ça, c'est système de tokens, c'est un peu comme les jeux vidéo. Vous avez une durée de vie, entre guillemets, et donc voilà. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut comprendre. Il y a aussi les dérives, il y a aussi plein de choses voilà, qu'il faut comprendre dans l'outil et d'où ça vient. Donc je pense qu'il y a ça. Et puis il y a plusieurs types d'IA. Et je pense que les deux choses aussi à comprendre à un certain niveau, c'est que avant toute chose, l'IA, c'est quoi? C'est deux choses. C'est une base de données propre, unifiée et qualitative, et une puissance de calcul. Mais le premier, c'est une base de données. Et je pense que l'enjeu, même pour les entreprises, va être là en priorité parce qu'on a cette espèce d'ambiance de climat, attention, avec ce faux mot marketing, vous êtes en retard, etc. Et je pense qu'il faut arrêter de diaboliser ça. Oui, évidemment, il y a une différence technologique entre l'Europe et l'international, mais je pense que le vrai enjeu actuellement pour de l'intégration, en tout cas en entreprise, pour moi, va se jouer sur les bases de données en propre et propre, c'est-à-dire qualifiées, unifiées, etc. Et je pense que pour être moi-même consultante où j'intègre des entreprises, on a chacun son petit bordel, entre guillemets, les serveurs d'entreprise et même la perdition du savoir-faire, hein, des talents. Hein, quand on parle de perte de talent, parfois, il y a aussi ça, il y a le renouvellement des générations. En fait, si vous voulez faire de la bonne intégration de l'IA, je pense que l'enjeu premier, il sera là, en tout cas pour moi, côté entreprise. C'est comment vous unifiez vos bases de données, comment elles sont claires, et après, dans tout ce qui est prompt engineering, et quand on parle d'agents ou d'assistants IA, c'est le niveau d'au-dessus, il y a le prompt engineering de base, c'est un certain contenu, mais dans un prompt plus poussé sur un assistant, vous avez une forme d'output et d'input. C'est-à-dire que non seulement vous avez la base de données, mais après, vous avez aussi tout le process, c'est-à-dire comment l'IA va utiliser le PDF, vers quelle source il doit aller s'orienter pour faire quoi, et valider chaque étape à chaque fois. C'est-à-dire que pour moi, il y aura un enjeu de base de données, un enjeu de workflow et un enjeu de contrôle humain derrière à différentes étapes d'avancée. Oui, Merci Clémence. François, ouais, tu es d'accord? non, oui, je partage totalement. Tu parlais de formation, c'est le terme que j'ai. Mm. C'est la base. Alors moi, je ne les forme pas à ça et je sais que à l'UPEC ou dans d'autres écoles, ils ont des cours. Alors après, il faut voir le niveau. Je n'ai pas encore vu, mais je me note d'éventuellement rencontrer leur professeur pour voir ce qu'il leur enseigne. Mais la formation, c'est la base. Et là, c'est une génération où ils sont en M2. Donc, c'est déjà une génération qui n'a pas tout à fait connu l'IA. Ils arrivent sur la fin. C'est la génération d'avant qui est derrière eux, qui commence à vraiment être formée. Eux, ils découvrent encore un petit peu. C'est balbutiant, toi, qu'ils utilisent encore sûrement pour beaucoup PowerPoint. Et je leur dis effectivement, quand l'IA, c'est très bien, ça vous fait gagner du temps, mais vérifiez. Ce n'est pas parce que vous avez tapé un prompt ou vous avez une réponse. Lisez. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est relisez et réinjecter. Si vous estimez que la réponse de ChatGPT n'est pas bonne, vous pouvez leur redonner la bonne information. Moi, j'ai testé il n'y a pas longtemps, j'ai fait ça pour l'alimenter avec des bonnes informations. Et je leur dis, c'est très bien. Mais je leur donne une mini formation sur, c'est pas parce que vous allez sortir un truc ChatGPT que c'est vrai. Vérifiez, approfondissez, ça peut vous donner un cadre. Et après, aller un peu plus loin. C'est des pistes et je le répète, c'est un assistant. C'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Du coup, Clémence, François, si demain vous deviez recruter un collaborateur communicant B2B, comme on dit, l'IA est une des compétences clés qu'il devrait avoir dans sa valise quand même. Alors, une compétence clé, pas forcément, c'est-à-dire qu'il peut ne pas être expert, mais en tout cas, s'il a l'appétence de ça, oui, je pense que c'est important. En revanche, il ne faut pas mettre une Ferrari dans la main d'un conducteur sans permis de conduire. C'est un peu ça que je veux dire. Et surtout, par contre, je pense qu'il faut l'accompagner. C'est-à-dire que même en entreprise, prendre un abonnement à ChatGPT et lancer comme ça les gens et croire que tout va s'intégrer tout seul sans conduite du changement, c'est faux. Je pense qu'il y a une éducation à l'esprit critique. Et je pense que là-dessus, même sur la partie université, même en entreprise, c'est surtout ça l'intérêt. Et je rejoins François, c'est-à-dire que quand on voit même des sites web ou des posts LinkedIn, et à la fin, il y a, si vous voulez, je peux vous proposer une version plus punchy à la fin, et c'est juste du coup un copier-coller et que ça n'a même pas été relu.
Ben non, moi voilà, je milite pas pour l'IA flemmard et surtout pour l'IA pour de l'IA, parce qu'il y en a qui c'est ça, et on fait un copier-coller et on réfléchit plus. Et surtout, je pense qu'il faut avoir aussi en tête que l'IA a un impact environnemental fort, que quand vous avez des politiques RSE dans les entreprises, si c'est pour aller vous demander le bon resto du coin, ça n'a pas d'intérêt du tout d'utiliser l'IA. Voilà. Donc, je suis Oui, pour oui, je l'IA suis assez intelligent d'accord. Ouais. et avec parcimonie, quoi. Voilà. Et J'aime accompagné bien, surtout. j'aime bien la notion d'esprit critique. Je Mm, rejoins Clémence aussi là-dessus. C'est formation et esprit critique. Donc, formation à mm, l'esprit critique ou la formation et en plus l'esprit critique complètement. pour qu'ils prennent un peu de recul et utiliser ChatGPT pour ChatGPT. Non, il faut que ça soit vraiment une valeur ajoutée dans plein de choses, mais qui vous apportent leur réflexion aussi. Sinon, on va tous devenir des prompteurs. Et donc, c'est vraiment ça. C'est de la réflexion. C'est qu'est-ce que je mets dans le prompt et comment j'analyse, comment je traite avec cette information qui m'est sortie et comment je la retravaille, comment ça m'aide. C'est un outil. Il faut quand même qu'il y ait toujours une intelligence, pas artificielle, mais humaine Ouais. là-dessus. Et après, pour compléter, c'est vrai qu'il y a différents outils et il y a des IA qui sont meilleurs sur certains travails que d'autres. Donc faut aussi, c'est pour ça qu'on disait la formation, moi je suis par exemple, je m'auto-forme en suivant des experts IA qui ont différentes spécialités, mais parce que ils vulgarisent et ils disent, bah tiens, Mistral est mieux pour l'analyse de données, l'unification de données, Gemini sera mieux pour tout ce qui est justement vidéo, création de nanobanana, faire un succès fou. Voilà, il y a Grok, il y en a plein d'autres. Donc chaque IA aussi a des modèles et moi qui ne suis pas expert au quotidien, ce n'est pas mon métier de base en IA, maintenant il y a des outils qui intègrent plusieurs modèles d'IA. Mais du coup, il faut savoir quand vous sélectionnez et que vous promptez à plusieurs reprises, que ce soit pour créer une image ou autre chose, il faut savoir à quoi correspondent ces modèles et quelles sont les qualités de chacune. Voilà. La génération d'images, on montre bien entre différents moteurs d'IA, il y a des différences de résultats qui sont énormes. Donc tout ne se vaut pas. Merci Clémence. Alors j'ai fait une pause de sondage. Je ne sais pas si vous avez bien reçu. C'est la Si. première fois que je lance un petit sondage rapide pour connaître un peu vos appétences sur l'IA, justement. Alors, Vous l'avez bien reçu. Voilà, c'est assez rapide. oui, pas interactif, mais c'est peut-être. Voilà. Attends un petit peu les réponses. Bah, écoutez, c'est une première pour moi. Sans IA, j'ai lancé un sondage. Voilà. On apprend à tous les âges de la vie. Voilà. Écoutez, alors voilà vos réponses. Alors, en majorité, vous l'utilisez quand même à 70% tous les jours, ce qui est une bonne proportion quand même assez importante. Vous sentez-vous plus productif avec ces outils? Oui, à 90%. Et cette révolution dans vos métiers est-elle perçue comme une menace ou une opportunité? Vous le voyez plutôt comme une évolution des pratiques, mais certains voient aussi les deux volets à 42% quand même de menaces et sur les emplois et métiers aussi de communicants. Voilà, donc du coup, Clémence, François, si vous voulez réagir à ces sondages, alors, si tu me permets, je réagis juste à un commentaire là, qui vient d'arriver sur le fil info de Dolores qui dit qu'effectivement, c'est dans notre ADN d'être dans cette curiosité à aller vérifier que l'IA nous donne comme réponse. Je suis assez d'accord, mais peut-être pour notre génération, Dolores, c'est-à-dire que moi, je vois avec les étudiants, les M2, euh, mais dans d'autres domaines, hein, je le vois avec les officiers que je forme aussi, les officiers de gendarmerie, quand ils sortent de l'école ou quand ils sont officiers supérieurs, je les forme sur d'autres choses, sur la communication. Oui, c'est notre ADN à nous, notre génération. La génération qui arrive, ils se disent mais pourquoi on parle de sens critique, de curiosité, de créativité. Ils disent mais non, on a un outil qui va le faire. Donc, je partage vraiment, hein, mais ce n'est pas vraiment le cas sur les étudiants, en tout cas que Oui, j'ai je suis assez d'accord. moi, cette promo. Et je leur dis souvent, l'IA, quand vous êtes mauvais, l'IA, vous allez toujours être mauvais. Si vous êtes bon, avec l'IA, vous allez devenir excellent. Quelqu'un qui, sans IA, il y a 15 ans, était un créa, n'était pas bon, il sortait des créas pas top.
l'IA, s'il était bon, l'IA va lui donner un champ des possibles énorme. Donc, oui, encore une fois, je partage. C'est notre ADN d'être curieux de découvrir. La génération qui arrive, on a un truc qui va nous le faire. Et je le Ils ne vois encore une vérifient pas forcément les sources. Hein, ils ne vérifient pas. Ils disent, bon, tiens, on va faire un. Alors, j'ai des étudiants vraiment fantastiques qui me sortent des super présentations. D'autres, c'est vraiment, bon, on va faire ça rapidement, on a d'autres cours, il y a ChatGPT qui va nous le faire. Ouais, mais si tu sors, fais-moi une présentation classique où il n'y a pas leur créativité derrière, c'est ça. C'est là où ils ne sont pas spécialement très bons. Je ne leur jette pas la pierre, hein. C'est la formation, c'est leur génération, c'est plein de choses. Mais oui, ça devrait être leur ADN. Ça ne l'est pas. C'est la nôtre. Voilà. Je pense aussi qu'ils sont habitués à une recherche Google, en tout cas dans l'historique, qui était assez fiable à 90%. Or, ce n'est pas vraiment le cas, mais bon, je suis gentille, avec l'IA. Il y a eu des histoires sur les réseaux sociaux qui ont fait un buzz pas possible, typiquement pour une personne qui a demandé s'il fallait un visa pour aller voyager dans tel pays, qui lui a dit non, et au final, si, elle a gâché ses vacances parce qu'elle n'a pas pu partir. Voilà, c'est du concret quotidien, mais ça montre bien l'utilisation et la confiance qu'on met dans l'outil parce qu'on ne le connaît pas. Voilà. Tout à fait. Du coup, merci à tous les deux. Je vois le temps qui défile et qui file. Si on veut laisser la place à effectivement plus d'échanges et de questions-réponses. Concrètement, un second volet, et après on passera aux questions-réponses avec le public. Concrètement, dans votre métier de communicant B2B, parce que vous êtes tous les deux communicants B2B, et c'est pour ça que vous faites partie du club, comment ça se concrétise? Parce que l'IA, j'en entends parler tous les jours, on dit qu'il y a des bénéfices, gains de temps, de productivité, et je vois que c'est partagé et tout, mais c'est un peu tout et n'importe quoi, c'est un peu comme l'effet de mode, hein. Il fut un temps on parlait RSE, maintenant on parle IA. Concrètement, est-ce que vous l'utilisez vraiment comme outil au quotidien et est-ce que ça vous sert vraiment? Moi, je sais que je suis en train d'apprendre l'art du prompt, par exemple, et ça a l'air de rien, mais je perds plus de temps que si je faisais directement, enfin voilà, parce que je suis en phase d'apprentissage, quoi. Oui, voilà, c'est le début. C'est le début. Tu perds du temps maintenant, tu vas en gagner. Ouais. Du coup, vous deux, dans votre métier, Clémence. Alors moi, plus spécifiquement sur le canal événementiel, en gros, le canal événementiel, on pense souvent logistique et c'est 5 piliers en vrai. Donc, il y a conception stratégique, programmation, communication marketing, production et post-production. Et donc, sur chaque pilier, en effet, il y a un impact. Conception stratégique, ça va être tout le volet appel d'offres, concept événementiel, branding. Et alors, tous les concepteurs et rédacteurs ou ce qu'on appelle planning stratégique en agence traitent du volume. Donc, évidemment, l'IA là-dessus a énormément impacté des contrats du volume. Il y a plusieurs d'ailleurs concepteurs et rédacteurs qui accompagnent en formation, que je suis très bien sur LinkedIn aussi. Hein. Je pense à Stéphane qui est en partenariat avec l'Unimev, je pense à Agathe de Comity. Enfin voilà, il y a déjà des acteurs qui sont vraiment spécialisés là-dessus, sur ce pilier-là. Sur la partie programmation, c'est tout l'éditorial. Donc là, l'IA, moi, je vais l'utiliser sur tout ce qui est montage vidéo, CapCut et compagnie, où là, vous avez des tâches pour optimiser le son, etc., les voix, etc. Donc ça fait gagner un temps de fou. Tout ce qui est sous-titrage aussi, ça vous fait gagner un temps de fou. Tout le volet scénographie, évidemment, tout ce qu'on appelait les roughman avant qui dessinaient à la main, bah, évidemment, le métier a largement évolué là-dessus. Toute la communication marketing, là, ça va être plus sur le volet faire venir. Donc, toutes les campagnes publicitaires aujourd'hui, vous avez des outils comme AD Creative qui vous font des A/B tests, qui vous proposent des créatives graphiques, etc. Donc c'est énorme. Et le gros impact aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est sur le faire venir événementiel, en tout cas sur du multicanal obligatoire. Et donc là, notamment sur tout ce qui est salon, foire, etc., vous avez des chatbots personnalisés, vous avez la création de parcours auto-suggérés, donc qui va encore plus loin que le matchmaking qu'on fait déjà, hein, parce que l'événementiel est déjà beaucoup, beaucoup automatisé, alors plus sur le volet production. Mais aujourd'hui, on arrive sur des modèles prédictifs avec des parcours auto-suggérés selon votre pratique et le tracking que vous avez fait sur le site web, par exemple, du salon, etc., des conférences où vous êtes inscrit, etc. Donc, on est vraiment sur de la personnalisation très, très forte. Et après, sur le volet, pour faire court, sur la volet production, il y a aussi tout le volet prestation, animation, où là, vous avez des animations ludiques, beaucoup tout ce qui est photo, vidéo. Il y a Memento, par exemple, qui, avec de l'IA, est capable de vous reconnaître sur la photo. Donc ça, c'est hyper prisé. Vous avez sur tout ce qui est salon, tout ce qui est comptage par analyse de trafic,
Donc, c'est des caméras, mais qui ne sont pas des caméras où vous devez demander l'autorisation du public. Donc, c'est du trafic avec des zones spatiales et qui sont faits à partir d'IA. Donc ça qui vous identifie des zones de merchandising sur vos stands. Et donc ça, au niveau marketing, évidemment, vous avez beaucoup de data derrière pour savoir quel produit a marché, quel a été le trafic sur votre stand, le parcours client, etc. Il y a beaucoup d'animations sur la musique, les casques VR, etc. Bon, bref, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en événementiel avec de l'IA, les robots, etc. Et après, évidemment, le cinquième pilier, c'est tout ce qui est post-production, donc toutes les actions pour capitaliser sur l'impact de l'événement post-événement aussi, qui est très fort aujourd'hui parce qu'on ne raisonne plus un événement en one shot, mais dans une stratégie d'entreprise globale, et où là, ça va être évidemment toute l'analyse de la data, parce que de la data pour de la data, ça ne sert à rien. Et là où vous pouvez capitaliser sur du bilan, parce que tout ce que vous pouvez traquer avec des KPI vous permet de vous améliorer. On ne peut pas s'améliorer sur rien. Donc ça, évidemment, ça a accéléré ça, mais c'est vrai que l'événementiel de base, en tout cas sur tout ce qui était production logistique et vraiment production technique et logistique, était déjà très automatisé. Je parle pour des événements à un certain volume, hein, au-delà de 100 personnes, etc., où des plateformes sont déjà très avancées aujourd'hui. Voilà, donc ça accélère sur certains axes et certains métiers et certains secteurs de typologie d'événements. Du coup, Clémence, tu as cité beaucoup d'outils différents, d'usages différents. Ouais. Est-ce que tu t'es formé ou tu as appris sur le tas? Comment tu acquiers cette compétence, enfin cette expertise? Alors, c'est ce que je disais, j'ai plusieurs volets. C'est-à-dire que en tant que consultant, j'ai une veille naturelle que je fais à travers les newsletters, à travers des gens que je suis, à travers des livres que je lis, à travers plein de choses. Donc ça, évidemment, je suis des experts, ce que je disais, en automatisation. Par exemple, je suis Colin d'Argent. Enfin voilà, il y a plusieurs noms que je suis qui m'auto-forment. Si ça intéresse certains, il y a un Québécois aussi qui est très très bon, qui fait une formation gratuite de base pour le prompt engineering qui s'appelle Mathieu Cortési sur LinkedIn. Il a une formation de base gratuite, puis après il a un livre, il a un accompagnement plus poussé, mais qui est déjà très bien. Et moi j'ai commencé par ça, pour apprendre le prompt engineering de base, hein, je ne parle pas des assistants, etc. Et après tout ce qui est outils avec de l'IA embarqué dedans, je pense à Canva, je pense voilà, à des outils classiques. Soit c'est en utilisant que tu apprends. Souvent, c'est assez ergonomique, donc c'est pas très difficile. C'est un peu différent de Discord. Au tout début, Discord, quand j'ai testé, ou Mindjourney, quand j'ai testé, ça, oh là là, le fonctionnement interne. Non, mais c'est vrai, avec les fils à C'est compliqué, hashtag, ouais. l'ergonomie voilà, est très très différente. Donc, du coup, là, en effet, il y a un peu d'acculturation. Mais après, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont quand même très intuitives. Si on est un petit peu digital addict, voilà. Moi, j'utilise Lixi, par exemple, sur tout ce qui est prise de notes et analyse des calls, des appels découvertes, par exemple. Et du coup, ça me fait gagner du temps. Mais du coup, là-dessus, à part enregistrer et ensuite analyser le rendu, j'ai pas sur tout ce qui est outils avec IA embarqué, il n'y a pas de formation, en tout cas à l'usage. En général, c'est assez ergonomique, intuitif. Voilà, il faut un peu Mais pratiquer toi, sur pour ton prendre l'outil. parcours client, sur ton métier, sur ton parcours client d'un salon, ça va t'aider à planifier les rendez-vous, à orchestrer un peu le. Alors, en tant que participant, je pense que oui, parce que avant on cochait des centres d'intérêt avec des cases très figées, etc. Bon, voilà, c'était le tout début. Aujourd'hui, ça va suggérer, mais surtout là où c'est très puissant, c'est que en vrai, l'intérêt d'investir quand les marques de salon, hein, parce que maintenant c'est devenu des médias à part entière, investissent sur ces outils, parce qu'il faut quand même être conscient que même ChatGPT, ça coûte. Enfin voilà, donc faut qu'il y ait un ROI. Et ben l'intérêt en fait de ça, c'est qu'aujourd'hui, si on sait que Thomas, tu veux participer à tel sujet ou que voilà, on connaît mieux ton parcours parce qu'on t'a traqué sur le site, on sait qu'est-ce que tu as regardé, et ben ils vont t'envoyer un SMS rappel conférence un tel, avez-vous vu la soirée nanan, et en fait tu vas augmenter ton taux de participation, et c'est pour ça que je parle des événements sous foire salon, parce que ça se passe sur plusieurs jours. Et donc forcément, voilà, et surtout il y a un enjeu aussi de volume, hein, alors que sur un séminaire ou chose comme ça, le faire venir est très différent. Surtout si c'est sur du séminaire interne, tacitement obligatoire. Là, l'enjeu va être beaucoup plus sur le contenu et la programmation que sur pourquoi tu viens, parce que c'est tacitement obligatoire. Attention, l'attente du public n'est pas forcément plus faible, hein, au contraire, parce que quand tu es obligé de venir, tu attends beaucoup plus. Donc c'est un autre enjeu. Mais voilà, pour répondre à ta question.
Merci Clémence. Et du coup, François, quel écho Alors, c'est toi? ouais, alors moi, je suis moins sur l'événementiel et moi sur les 5 piliers comme Clémence. Euh, moi c'est plus sur. Moi, je m'en sers avec des outils beaucoup plus basiques et je me forme tout seul, mais c'est plus pour, lorsque j'ai mes cours avec les étudiants, c'est réfléchir à des cas d'usage ou des cas concrets sur la com de crise. Donc, moi, je pousse de plus en plus l'outil pour qu'ils me sortent des choses, alors tout à fait, j'allais dire, qui existent. Hein. Je ne vais pas leur inventer des cas complètement Non, des scénarios, improbables. ouais. Mais c'est vraiment une aide au scénario par rapport à ce qu'on Ouais. s'est dit sur le coup, en disant, bah, tiens, moi, j'alimente en plus le prompt avec des choses que j'ai connues en com corporate, ou quand c'est la com de crise que je peux connaître avec les cas que je gère avec la gendarmerie. Donc, c'est hyper intéressant parce que je pousse. Et j'ai après un cas tout à fait concret avec plein d'éléments qui se croisent. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où je vais faire appel à ce qu'on disait tout à l'heure, leur sens critique et leur réflexion. En disant, bah, tiens, il y a tel élément, oui, mais il est entrecoupé par celui-là. Et puis, il y a un autre élément qui vient se mettre en place. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie com ou la formation. Et puis, sur la partie, j'allais dire, plus régalienne, tout ce qui est sécurité intérieure, ça, c'est… je travaille avec différentes entités sur comment optimiser le temps. Alors, je donne un exemple tout à l'heure sur le salon qui a eu lieu sur Milipol, qui est un salon international de la défense et de la sécurité, sur comment les gendarmes peuvent au quotidien optimiser leur temps sur le dépôt de plainte des victimes. Ça, c'est hyper intéressant. Ils n'ont pas encore d'outils. C'est quelles sont les informations qu'on va donner, qu'ils vont donner pour que la technologie soit à leur service et qu'ils aient du temps pour être vraiment là pour faire leur métier, pour accompagner une victime, pour l'écouter, prendre du temps. Et pareil, il y a un autre cas d'usage qui est très important, c'est lorsque un organisme veut déposer une demande de manifestation, il y a tout un système pour rentrer plein de paramètres pour savoir si oui ou non la manifestation va être autorisée avec plein d'informations le thème le thème de la formation, de la manifestation, le chemin qui est emprunté, et il y a plein d'informations. Est-ce que ça a déjà eu lieu? Est-ce qu'il y a il y a déjà eu des blessés sur telle ou telle manifestation avec ce thème-là? Voilà, c'est toute l'intégration de ces données-là qui sont importantes. Donc, c'est vraiment, ça me sort un peu de mon quotidien qui est de la formation, mais c'est aussi des choses très intéressantes parce que tout est à faire. Tout est à faire. Et du coup, Avec des questions de François, souveraineté, des ouais, questions de ouais. gouvernance, donc qui sont vraiment Du très coup, intéressantes. François Clémence, est-ce que c'est une force ou une faiblesse pour vous l'IA dans votre métier au quotidien? Ou c'est un… Ah ben, une Ah, faiblesse, tout dépend comment on l'utilise. Moi, voilà. il faut voir le côté positif. Moi, Mm. j'aime bien terminer par les choses positives, mais c'est une vraie force, parce que je disais tout à l'heure, et Clémence a aussi confirmé ça, c'est que quand l'IA, si tu n'es pas bon sans IA, tu ne seras pas meilleur, ça va un peu t'aider, mais sans plus. Si t'es pas trop mauvais, ça peut vraiment t'aider à sortir du champ des possibles. Donc, moi, je le vois comme une force, il faut juste le maîtriser, le faire de manière Mm. éthique. Faut comprendre. Donc, Mm. non, c'est une vraie valeur ajoutée. Je n'utilise pas au quotidien. Je viens chercher aussi parfois des exemples que j'ai rencontrés et je n'ai pas besoin de l'IA pour ça. En Mhm. revanche, quand je veux complexifier un petit peu et m'amuser, je vais utiliser l'IA. Donc, pour moi, c'est une vraie force, mais une force maîtrisée et vraiment qui a un intérêt derrière. Oui, moi je pense que ça, c'est une force, en effet, pour quelqu'un de senior qui a déjà un certain bagage et une expertise métier, parce que ça va accélérer certaines choses, aller beaucoup plus loin, et même en termes de brainstorming, par exemple, il faut comprendre que c'est un troisième cerveau, en fait, parce qu'une idée ne naît pas de 1 plus 1, c'est 1 plus 1 qui égale 3. Enfin, voilà, donc ça, c'est une force, clairement, pour moi. Par contre, en effet, la limite, c'est qu'en effet, quand on est junior, un peu plus, on aura tendance à se laisser porter, à avoir moins cet esprit critique. Et là, ça peut même devenir dangereux. Parce qu'on fait du copier-coller et parce qu'on devient flemmard et qu'on perd l'intelligence situationnelle, l'intelligence humaine, l'écoute, le conseil, l'esprit critique, etc. Et que je pense que c'est vraiment ça, surtout en communication, qu'un communicant apporte. Mais pour L'étude du rester dans bénéfice. l'intelligence émotionnelle, ça ne va pas remplacer le communicant en soi. Ah ben non, 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 non. non. Non, 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 puis le bénéfice cible pour avoir un vrai ROI et un impact, l'IA est encore pas très bonne pour, voilà,
pour ça. Donc, c'est évidemment le regard humain qui va apporter et enrichir, comme disait D'accord. François, le prompt et pousser encore plus loin la réflexion et avoir une cohérence sémantique. Je pense aussi que ça, c'est un enjeu de communicants encore plus fort aujourd'hui parce que au moins, on a dépassé les 50% de recherche au-delà de Google, en dehors de Google. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est très fort sur l'événementiel. Pour capter la personne, on est sur des signaux très faibles, sur du multicanal. Donc, on joue sur du SMS, sur du emailing, sur les réseaux sociaux, sur le site web, voilà, et on est obligé maintenant de ça. Donc la cohérence sémantique et des messages, surtout qu'on est un peu sur un monde d'infobésité, on est quand même noyé de beaucoup de choses. Là-dessus, l'IA peut être hyper forte. Mais moi, ce que je vois un intérêt sur un profil senior, c'est qu'il y a des entreprises, par exemple, qui mixent un profil, mettons, commercial ou marketing avec un expert métier de la thématique. Et donc, les deux vocables métiers et les deux visions et expertise métier vont se compléter, plus ce troisième cerveau, et là, vont créer des campagnes très, très fortes. Et ça, c'est la vertu qu'on dit tous aussi de la diversité au-delà de l'IA dans les Mm, équipes, des compétences, quoi, du rôle complémentaire des équipes, quoi. Mais du complètement. coup, on en revient, en résumé, si je vous entends bien, François et Clémence, on peut dire que l'IA, c'est un outil complémentaire dans la panel de l'outil du communicant Bien sûr. B2B. Bien sûr, il faut se former, Mm, soit en auto-formation, soit au CFPJ. Sophie, je crois qu'il y a des modules au CFPJ qui forment à l'art de l'IA. Nous, on a fait le choix chez Orange, alors il y a une petite joke d'Edouard que j'ai vu passer, d'avoir notre propre LLM pour des raisons de mm, sécurité de données. Donc, on a dit nous tout, on a les mêmes outils que vous en externe, mais les données sont en interne dans l'entreprise mm. pour des raisons d'éthique et de responsabilité. Mhm. Du coup, ben, ça éclaire bien. Donc, du coup, comme promis, alors j'ai quelques slides, mais je ne vous les passerai pas. Je vais vous faire je vais vous sauver la vie et vous n'aurez pas de slides. Je vous les enverrai en cadeau bonus avec le replay. Voilà. Et du coup, ben, j'en profite. Alors, je crois qu'il y a eu des remarques ou des questions dans le chat, mais sinon, vous pouvez lever la main ou ouvrir votre caméra et parler en direct, c'est l'intérêt. Donc, à vos questions pour nos experts. Euh, Edouard, tu veux commencer? Tu as des questions sur débat IA versus SEO. IAO? Clémence abordait ça il y a quelques secondes en disant les recherches Google, c'est maintenant moins de 50%. Hein, la nouvelle génération ou les nouvelles générations, je pense, prennent l'habitude de le faire dans l'IA. Mm, Et bon, c'est un vrai sujet que moi, je vois pointer avec ma casquette de campus, Orange Campus. Mais comment vous le percevez? Est-ce que vous sentez aussi ça arriver et à quelle vitesse, entre guillemets? Alors, c'est très fort, hein. On dit qu'on atteindra les 58% dans 3 mois et 68 dans 3 ans. Donc, c'est très, très fort, l'accélération. En revanche, il ne faut pas dire qu'il n'y a que Google ou l'IA. Il y a aussi tout ce qui est TikTok, tout ce qui est Instagram, même les Slack. Il y a beaucoup maintenant aussi le phénomène de communauté. C'est-à-dire que comme on est sous ce côté d'infobésité, les gens se regroupent par communauté d'appétence thématique ou de hobby, etc. Et donc c'est très très fort aussi parce que il y a le parrainage, il y a cet effet de parrainage, de confiance. Le côté influenceur, par exemple, marche énormément. Alors que, paradoxalement, c'est ce que disait François, il n'y a pas forcément derrière l'influenceur, pas tous, une éthique parfaite, et il promeut un produit ou quelque chose sans vérification de source de ce qu'ils disent, encore plus dans la cosmétique, etc. Donc je pense que le référencement sur l'IA est ultra importante, en tout cas va le devenir de plus en plus. Je pense quand même que pour moi, en tout cas, c'est pas la mort du SEO, etc. Ça, j'y crois pas du tout. Il faut arrêter avec cette diabolisation de ça. À chaque fois, on essaye de polariser les messages pour faire peur et manger le voisin, mais ce ne sera jamais le cas. Je pense que Google, en plus, vient de sortir, par exemple, des formations libres, gratuites en IA, etc. Donc, ils sont largement assez puissants pour se défendre. Mais par contre, il faut être conscient, en effet, que la recherche aujourd'hui est très fragmentée et que pour capter les gens, ça sera de plus en plus l'analyse de signaux faibles et que c'est du coup beaucoup plus compliqué aussi. Voilà. Et donc, l'enjeu du communicant aujourd'hui, pour moi, quelle que soit la spécialité, c'est d'intervenir réellement maintenant comme business stratégique en amont des projets, donc beaucoup plus tôt.
Là où déjà avant, on arrivait en fin de projet pour juste le joli flyer ou la campagne, et c'est déjà beaucoup trop tard, déjà avant. Mais aujourd'hui encore plus, parce que la création d'une communauté, d'un fichier qualifié d'emailing, etc., est un enjeu très très fort pour le communicant d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est ma réponse. François, Merci, tu veux mais ça compléter fait longtemps qu'on essaye de remonter en valeur et dans le schéma, mais on devrait se situer où du coup? Ah bah, au CODIR, hein. Il y a beaucoup de DIRCOM qui ont déjà leur place au CODIR. Il y a Fanny sur LinkedIn aussi qui parle énormément de ça, qui est une ex-DIRCOM sur Take Your Place, qui a créé une communauté de DIRCOM justement et qui défend énormément ce propos-là, que le DIRCOM doit avoir une place au CODIR. Et ça, j'en suis absolument passionnée. Moi, typiquement, quand j'interviens sur le canal événementiel, comme j'interviens sur les 5 piliers, donc en strat aussi, ma vraie force, c'est que j'interviens en pilote neutre, parce que sur des gros événements, il y a différentes directions qui interviennent, et donc chacun tire sa couverture, c'est normal. Mon enjeu, moi, c'est de garder en tête la neutralité de temps de parole entre tout le monde et de respect des objectifs de l'événement par rapport à la stratégie d'entreprise globale. Donc, c'est ce qui est apporté. Mais j'interviens aussi pour justement ce côté de voix communicant qui parfois n'a pas la porte d'entrée facile, voilà, parce que c'est encore vu malheureusement comme juste la fin du projet. Alors que étudier le bénéfice cible du produit ou du service ou du projet global que ça peut être, c'est encore plus fort et encore plus sur un événement parce qu'aujourd'hui, on ne conçoit plus un événement comme un one-shot. C'est fini depuis au moins mes débuts en événementiel. Merci. François, tu veux compléter ou c'est bon pour toi Non, c'est bon. L'aspect communautaire est effectivement très, très important. Hein. Clémence l'a bien dit. Il y a le côté influence. On le voit avec les effets de mode qu'il y a. Il y a un resto qui fait un truc. C'est un pseudo-influenceur. Ils sont obligés de fermer au bout de 2 heures parce que le bouche-oreille a fonctionné, le buzz a fonctionné. Enfin, ouais, Nike. C'est un truc au alors tout est centralisé au wall, malheureusement. Bon, il y a ça. Et l'aspect CODIR, oui, c'est-à-dire que on avait le mass média il y a quelques années en communication, que ce soit B2B ou B2C, mais donc il y avait un produit et massivement on faisait de la télé. Alors l'impact vu à la télé fonctionnait. Maintenant, c'est des niches, c'est-à-dire que pour le même produit, tu vas avoir un verbatim spécifique pour LinkedIn, un verbatim spécifique pour Instagram, un verbatim spécifique pour TikTok. Donc, c'est vrai qu'il faut connaître un peu tout ça. C'est-à-dire que tu ne communiques pas de la même façon, tu ne mets pas la même image, ce n'est pas la même durée. Donc, avant, tu avais le 30 secondes en télé, puis tu avais une copie 15 secondes. Maintenant, c'est multiformat. Donc, effectivement, il faut être en amont et pas arriver en fin de parcours en disant bah, tiens, on va aller voir le DIRCOM, tu nous fais ça, tu nous fais de la pub. Ouais, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Le discours pour un même produit, et puis même le produit ne va pas être vu de la même façon en fonction de la cible. Donc, c'est très fragmenté. Tu n'as plus le mass média. Et même pour un. Et justement, vous parliez des réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, l'IA est un atout? Enfin, je vois souvent sur LinkedIn proposer l'IA, fais-moi un post sur LinkedIn, fais-moi un post. Alors, oui, parce que LinkedIn est enregistré, tu peux avoir le ton LinkedIn, le ton. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait, même s'il t'aide, il faut quand même que tu relises, que tu vois si c'est cohérent avec ton ADN, avec les éléments de langage que tu veux faire passer, le message que tu veux faire passer. Ça reste quand même, il faut que tu aies un apport et une force humaine derrière l'usage facilité ou le facilitateur qu'est l'IA. Très bien. Mais après, dans les outils IA moi, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a une relecture et un œil, ne serait-ce que pour donner la marque personnelle, pour prompter la marque personnelle, voilà, à l'outil. Mais après, tu as quand même des outils qui t'aident un peu. Tu as notamment Kawa qui peut t'aider beaucoup. Qui est pas mal, que j'ai testé un peu. Et tu as Opus Click qui est sur la partie vidéo qui va te remasteriser des vidéos longues, par exemple, en format court et qui va te proposer, entre guillemets, dans ton format long, les séquences qu'il juge les plus pertinentes en montage. Voilà, voilà, il y a des outils IA qu'en effet, il faut les connaître. Il y en a des nouveaux tout le temps, donc c'est ce qui est aussi un peu compliqué. Justement, mais oui, l'IA peut aider.
justement, le B2B, c'est un domaine assez complexe au niveau de la segmentation. Il y a du secteur public, il y a du secteur marchand, Bien sûr. il y a des entreprises, il y a des PME, tout ça. Est-ce que l'IA va s'auto-former à ce monde complexe du B2B ou est adapté forcément, enfin voilà, ou est-ce qu'il n'y a Pour pas un moi, c'est la biais part grand humaine. public voilà. D'accord. C'est ce que disait François, c'est la part humaine qui justement va apporter cette subtilité dans l'enrichissement du Nous ne serons prompt. pas remplacés par les machines, Thomas. D'accord. Nous nous battrons pour. On a encore un petit peu de force. Voilà, pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public Isabelle, Sophie, Jean-François, soyez pas timides. Voilà. Peut-être pas une question, mais en tout cas un partage de ce que nous, on peut constater sur les besoins qui émergent parmi nos participants au CFPJ. Et Clémence, tout à l'heure, tu parlais de questions de référencement aussi sur l'IA et cette accélération que nous, on voit vraiment, enfin, c'est impressionnant, c'est de mois en mois. Nous-mêmes, d'ailleurs, en premier lieu, puisqu'on a des participants qui viennent au CFPJ parce qu'on est référencé sur l'IA. Donc le GEO, donc le nouveau SEO, vraiment prend une très très forte accélération et sera le nouveau sujet, en tout cas pour nous en 2026, parce que je pense qu'il faut vraiment accompagner les communicants là-dedans, parce que les enjeux se déplacent très très vite, en fait. Voilà, vraiment. Tout à fait. Après, encore une fois, moi, je suis assez pour ne pas diaboliser l'outil, parce qu'on parle encore une fois, comme disait Absolument. François, d'un outil, et que je pense que la communication, on a eu aussi des transformations énormes avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec ne serait-ce que le digital, hein, Internet. Hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on parle plus tellement du papier, et pourtant, il y a un vrai impact qu'il y a eu avant. Enfin, voilà, donc je pense que des crises et des transformations profondes, on en a connu beaucoup dans le métier, et que c'en est une nouvelle qui peut paraître monumentale aujourd'hui parce que voilà, tout ce qui est un peu inconnu fait peur, mais on a toujours tendance à imaginer des monstres au fond de la grotte. Mais voilà, une fois qu'on apporte un peu de lumière, ça va. Exactement, et c'est pour ça, d'où l'importance de cet esprit critique et de toujours la vision éthique, en fait. C'est un outil extraordinaire, mais voilà, il faut garder cette ligne de conduite, et en tout cas, c'est quelque chose aussi qu'on met en avant, nous, au CFPJ, parce que dans les formations, c'est En fait, je crucial. devrais changer le nom pour The Floor Show. Ouais. Je crois Oui, puis je pense que l'IA est arrivée un peu avec ce mot waouh, avec ses gros sabots, alors qu'en fait, moi, pour avoir travaillé voilà, avant sur tout ce qui était big tech, il y avait le deep learning et le machine learning, et ça vient de là, en fait, l'IA. Hein. C'est-à-dire que Absolument. déjà 10-15 ans avant, on en parlait déjà, et c'était déjà très avancé. Et c'est aussi pour ça que dans les secteurs, au final, dans lequel tu interviens, François, ou moi en agro ou en industrie, etc., en fait, l'IA est déjà largement présente dans nos vies. Enfin, je veux dire, sans qu'on s'en aperçoive, mais à différents niveaux, encore une Mais fois. c'est drôle que tu dis ça. Je Et, suis retombé, et je suis tout à fait d'accord, je suis retombé sur la série K2000 il n'y a pas longtemps. ah bon. K2000, non, mais quand vous regardez K2000, ça, alors, Voilà, c'est la voiture Emmanuel autonome. Soloff était moins boursouflé que maintenant, donc ça date il y a quelques années. Il n'avait pas encore picolé, il était connu à l'époque. Mais K2000, cette voiture, il lui dit quitte, il lui dit cette voiture, ils sont deux, Ouais. ils sont armés, enfin, plein Elle démarre d'informations. toute seule. Et tiens, j'ai trouvé quelque chose par terre, dis-moi, il lui met, il y a un clavier qui s'ouvre, un pseudo porte-canette, il lui met quelque chose, ça se referme, il analyse, il analyse les voix, il change, il se fait passer pour quelqu'un d'autre qui ouvre la porte. Enfin, et on n'appelait pas ça IA, mais c'était déjà dans les séries il y a 20 ans. Donc, c'est juste le terme. Et pour rejoindre ce que tu disais, c'est qu'on arrive à un choc des cultures. C'est-à-dire qu'on a, nous, notre génération, on n'est encore pas trop vieux, on découvre, on apprend en marchant, et il y a toute la génération qui, elle, est digital native, l'IA, ils apprennent ça très tôt. Et donc, c'est un peu ces chocs des cultures, ces chocs des générations qui doivent apprendre, qui doivent se mettre au même niveau. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais ça fait des années que ça existe. C'est venu petit à petit. Ça révolutionne beaucoup de secteurs. Et tu parlais, notre secteur a beaucoup évolué. Oui, rien que le Covid, on parlait de faire des événements et tout. Le Covid, on a appris les e-events, les e-apéros. Bon, alors que les gens étaient là pour ça. Déjà, mais on s'est adapté. Voilà, on est résilient. Hein. On est des animaux, on est résilient. Et non, ça, la surtout, machine, c'est des évolutions qui sont très liées à l'évolution de la société humaine, enfin de notre bien sûr, quotidien. bien sûr. Donc en fait, on évolue comme les tendances comportementales évoluent. Donc forcément, ça évolue très vite.
Voilà, il y a des référents dans le chat, il y a des gens qui connaissent, qui disent que c'est pas de première génération, mais voilà. Ouais. Voilà. Bah oui, mais bon, c'était Voilà. futuriste. Et Ouais. du coup, Clémence, François, est-ce qu'il n'y a pas, je l'ai vu à Vivatech et tout ça, il n'y a pas une explosion de la demande en IA dans tous les coins, dans tous les sens, et parfois on réfléchit sur l'outil et pas sur la stratégie de com, c'est qu'un levier. Enfin voilà. Alors, ouais, Oui. c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est que si c'est de la recherche de l'IA pour l'IA, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Je pense que vraiment, il faut qu'il y ait du sens. Et c'est ce que le communicant, de toute façon, au-delà de l'IA, doit apporter. C'est qu'il y a une stratégie d'entreprise, il y a une stratégie RSE. Et les RSE, c'est pas que l'environnement. C'est aussi l'accompagnement des talents, la formation. Voilà, c'est tout ça. Et donc, si c'est juste payer un abonnement de ChatGPT à tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Et si c'est juste de la technologie pour de la technologie, non. Moi, je suis très digital addict, je suis très numérique, mais le numérique partout, non. Des fractures sociales, il y a plein de choses. Il y a des territoires aussi qui sont différents. Justement, Il y a plein d'enjeux. Clémence, il y a Stéphane Lacoste qui contribue Mm. là-dessus, qui dit: j'utilise l'IA au quotidien et en tire un bénéfice dans mon environnement professionnel de communicant. En revanche, je me questionne de plus en plus sur les impacts environnementaux et sur les fractures sociales à venir. Bien sûr, Donc, du coup, c'est Stéphane, si tu exactement veux ça. échanger, tu peux tout à fait ton point de vue, si tu nous entends. Oui, oui, je vous entends, merci. Je vais mettre en caméra, ce sera plus correct. Oui, effectivement, moi je suis en mission là, à la Maplute sur le domaine de la communication. Et c'est vrai que j'ai un recours qui date d'un peu plus d'un an à l'IA comme assistant. Vous en avez beaucoup parlé. Effectivement, en essayant d'utiliser au maximum de ce qu'on peut faire avec ce que je lui amène en termes de compétences de communicant, parce que on ne travaille jamais mieux avec l'IA que lorsqu'on peut faire appel à nos propres compétences, déjà pour la challenger, parce qu'elle hallucine assez souvent, ou elle invente des sources. J'ai vu quelqu'un qui mettait ça. Donc, mais après, c'est vrai que ce recours-là m'interpelle. Je suis même interpellé par mes pairs qui me disent, mais en fait, si tout le monde fait comme toi, quand on sait la ressource en eau que vient consommer l'IA au-delà de l'énergie même, ça pose la question. Effectivement, il y a des éventuelles fractures d'accès finalement à ces technologies dans le futur, et puis du choix. Peut-être qu'on devra faire un jour, c'est plus, je me déplace sur le champ métaphysique, désolé, mais entre Non, mais c'est vraiment. utiliser l'IA et se chauffer ou boire de l'eau. Voilà, Mm. c'était juste une réflexion là-dessus, mais c'est vrai que ça invite en tout cas à l'utiliser quand même à bon escient avec parcimonie. Il y a Voilà. des choses qu'on peut continuer à faire à notre niveau et qui sont peut-être moins consommatrices ou émettrices Énergivore. de CO2. Ok, merci Stéphane. Du coup, il y a d'autres questions, Jean-François, on ne t'entend pas? Non, j'avais une question sur le géo, mais ça a été répondu juste il y a quelques instants. Non, je voulais juste mettre en avant une étude là, que j'ai lue il n'y a pas très longtemps où il disait qu'en 2026, en fait, en Europe, il faudra 36 centrales nucléaires pour répondre aux besoins de l'IA. C'est ce qui est énorme. Hein. On est en train de les rouvrir, ça tombe bien. Ouais, mais Parce que le charbon, c'est pas assez puissant, Ouais. donc Ouais. on les rouvre en France. C'est juste que voilà, j'aime bien l'idée de dire il faut l'utiliser avec parcimonie et Bien Ah oui, sûr. complètement. Puis avec là où il y a vraiment une plus-value par rapport au niveau d'expertise métier qu'on a, quoi. Je pense que c'est vraiment ça. Et ça, c'est Ouais, l'acculturation. On vient sur ce que j'ai sur la formation, c'est l'acculturation, le sens critique, de dire faire un logo. Si tu es un peu créa, fais le logo. Tu n'es pas obligé d'aller chercher, Bien sûr. de demander à ChatGPT de te Ouais. faire le logo. Demande-lui des pistes de réflexion sans qu'il te le D'autant fasse qu'il ne sera pas concrètement. bon. Et Ouais. Je fais une pense que dernière c'est long. coupure, François et Jean-François, excusez-moi. On approche de la fin, il reste 4 minutes. Voilà. Donc, je voulais vous lancer un petit rôti, pas digital, dans le chat. Si vous avez apprécié ce webinaire, vous nous mettez 5. Sinon, la note de 1, voilà. Et on Pas a du les tout noms. influencé. On a les noms, c'est Voilà. pas anonyme. Voilà, donc c'est anonyme. Et voilà, et pour conclure, peut-être un petit mot de la fin, Clémence et François, sur l'IA pour le communicant B2B. Est-ce qu'il va rester les communicants B2B? Est-ce qu'il va rester de Il l'IA? restera des communicants. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça, il restera. Après, est-ce qu'ils sont B2B? Non, mais c'est ce que je disais. Ça reste un outil et ça ne remplacera pas, comme plein de métiers, les avocats, les juges. Voilà. Alors, eux, ils ont des contraintes aussi légales qui fait que ça ne peut pas être une machine qui prend une décision
judiciaire. Bon, mais non, les communicants, ça restera parce qu'il y aura de l'émotionnel, il y aura de l'humain, il y aura de l'expérience, il y aura… Et donc, non, il ne faut pas s'en inquiéter. Comme disait Clémence, l'inconnu fait peur, mais plus on va être formé, plus on va être acculturé, plus on maîtrisera. Voilà, faut mieux s'y mettre plutôt que s'y soumettre. Voilà. Oui, exactement. C'est ce qu'on disait, enfin moi ce que j'ai entendu, c'est on m'a dit, bon, on ne te reprochera pas de ne pas maîtriser l'IA, mais si tu le maîtrises, c'est quand même un plus pour demain. Quoi. Enfin, il faut s'y mettre, il ne faut pas être dépendant. Et du coup, Clémence, en Belgique, est-ce qu'ils ont la culture de l'IA ou pas du tout? Beaucoup. Non, c'est vrai, hein. Beaucoup. Ah ouais. Oui, c'est un pays qui est petit, mais qui, en termes numériques, digitalisation, etc., est très avancé. Je veux dire, nous, on a une carte de santé avec tout dedans. Aujourd'hui, les ordonnances papier chez les médecins avec des taux de fraude excessifs, il n'y a plus. On a la carte d'identité aussi numérisée. On a, toutes les banques aujourd'hui, vous payez par QR code, etc. Enfin, je veux dire, j'étais moi-même surprise. Je veux dire, le chèque, pour eux, ça fait 30 ans qu'ils ne l'ont plus. Mais c'est aussi parce que c'est un plus petit pays. Eux qui ont un triple langage, le wallon, le français, ça peut les aider, l'IA, à traduire avec des lunettes. Tu sais, j'ai vu ça à Vivatech. Traduire Alors, instantanément. dis-moi la marque parce que ça m'intéresse. Ça m'ouvrira un marché flamand. Voilà, un marché flamand. Voilà. Mais non, oui, il y a certainement des choses en traduction aussi, mais pour l'instant, j'avoue que c'est un secteur que je suis moins adepte là-dessus. Déjà, je me cantonne au marché français et wallon, Voilà. un peu Bruxelles aussi, mais voilà, ouais. Mais écoutez, on approche de l'heure, si je me trompe, c'est l'heure française et belge, c'est la même. Voilà, donc. Attends, je demande à ChatGPT s'il y a un décalage. Attends, je demande. Oui, mais il y a 2 heures. Peut-être un décalage météo, mais c'est tout. Il ne faut pas toujours croire ce que dit ChatGPT. Du coup, je vous remercie pour cet agréable moment d'échange. Je crois que j'ai vu passer les 5, donc les gens ont apprécié globalement et on va poursuivre dans ce débat d'usage sur notre métier de communicant au-delà d'outils et sur la connaissance entre pairs. Donc, c'est toujours appréciable dans la bonne humeur. Du coup, merci Clémence, toi, merci François, merci au public. Et puis, merci au public en liesse. Et à très bientôt pour des bonnes nouvelles aventures. Et je vous envoie le replay sans faute et le support. Bon week-end, à bientôt. Merci beaucoup, bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir Thomas, au revoir Clémence. Merci, bye bye. Au revoir. Au revoir François. Merci, au revoir.